Un enfant qui est en train de ranger sa chambre, tu vas prendre n'importe quel outil, le disque ou je sais pas quoi, il va dire « Ah bah vu qu'il range sa chambre, il a tel profil ». L'énéagramme, il va dire « Je suis incapable de déterminer le profil de l'enfant parce qu'il peut avoir 9 motivations différentes de ranger sa chambre ». Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, thème spécifique, l'énéagramme. J'accueille avec moi Charles, Bonjour. expert énéagramme qui l'utilise pour aider des personnes à progresser, évoluer. Pour la petite anecdote, on s'est un peu rencontrés par rapport à ça. J'avais une vision un peu en surface de l'énéagramme. Et lui, il avait une vision du MBTI comme quelque chose de surface. Et on s'est entendu parler, on s'est dit, on intègre tous les deux la notion d'évolution. Si vous voyez quelqu'un parler de l'énéagramme ou du MBTI, c'est rare qu'il ait cette notion-là. Justement, Charles va nous présenter son approche qui est très différente des normes et c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Tu me disais en off que pour toi, l'énéagramme, c'est un processus avant tout. Ouais, exactement. En fait, la plupart des gens connaissent l'énéagramme comme 9 profils. Mais avant d'être 9 profils, c'est d'abord un processus d'évolution ou de création de valeur en 9 étapes. Et en fait, on peut retrouver ce processus partout, que ça soit lorsqu'on fait une recette de cuisine, lorsqu'on monte une entreprise, ou pour notre propre évolution personnelle, le long d'une journée, le long d'une semaine, le long d'une vie. On va retrouver ces 9 étapes. Et en fait, l'idée de l'énéagramme, c'est que on est venu, en s'incarnant dans ce corps, expérimenter un peu plus particulièrement une de ces 9 étapes. Ça va être l'étape où, en fait, on va avoir son principal challenge, où on va un peu buter, et à la fois où on va rencontrer le plus de difficultés, mais on va devenir le meilleur si jamais on cherche à évoluer. C'est cette étape-là qui deviendra notre profil. Et en fait, les gens n'ont pas l'histoire d'avant. Ils ont juste le profil, mais si on comprend pas qu'en fait c'est un processus en 9 étapes, on passe à côté de quelque chose pour moi. Comment le travail se fait entre les différentes étapes ? Il y a effectivement une étape où de toute façon on va rencontrer le plus de difficultés, donc c'est celle-là où il faudra travailler en priorité. Mais comme de toute façon les autres étapes on les passe systématiquement, il faut pouvoir, on va dire, toutes les intégrer, les accepter. La plupart du temps, en gros, au début de notre évolution, on va être très dans, en fait, le schéma défensif de notre étape ou le côté challenge de notre étape et on va regarder que ça. Il y en a qui vont être familières, qui vont être assez proches de nous, celles qui sont pas trop loin dans le processus. Et il y en a d'autres, au contraire, ça sera des inconnus, donc pour nous, ça n'existera pas. À la fois, on va pas forcément apprécier les gens qui incarnent cette étape ou ce profil et nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes qu'on va ignorer. Quand tu me parlais justement d'évolution dans la vie, la partie difficile, moi ça me fait penser à une des difficultés que j'avais eues avec l'énéagramme. Au début, moi je m'identifiais complètement en personnalité de type 1, à fond, perfectionniste, etc. Et quand j'ai repris l'énéagramme, je me suis trouvé un type différent. Là, j'étais un peu entre le 4 et le 5, j'aime beaucoup comprendre moi. Et c'est ça aussi qui me faisait discréditer. Alors, en fait, en gros, on a un profil principal et un profil plutôt secondaire. Notre profil principal, c'est vraiment celui où on va trouver notre principal challenge. Le problème, c'est que la plupart des tests de personnalité vont donner un résultat fiable à 50, les meilleurs à 50%. Parce qu'en fait, on va poser des questions comportementales alors que l'énéagramme n'est absolument pas un outil qui va décrire un profil comportemental. Il va décrire un profil motivationnel. Si tu veux, un enfant qui est en train de ranger sa chambre, tu vas prendre n'importe quel outil, le disque ou je sais pas quoi, il va dire « Ah bah vu qu'il range sa chambre, il a tel profil ». L'énéagramme, il va dire « Je suis incapable de déterminer le profil de l'enfant parce qu'il peut avoir 9 motivations différentes de ranger sa chambre ». Est-ce que ça va être parce que c'est un obsédé de l'ordre et qu'il veut bien ranger, le type 1, c'est-à-dire il veut toujours quelque chose de mieux, toujours amélioré. Mais derrière, il y a, en termes de motivation négative, une peur de l'erreur, de la critique, et en termes de motivation positive, une quête toujours vers ce qui est plus juste, plus beau, plus éthique. C'est le profil de l'idéal, on va dire. Des valeurs. Mais l'enfant, il peut aussi ranger sa chambre pour faire plaisir à maman. Il veut absolument faire plaisir, donc ça va être ça sa motivation. Et il va ranger sa chambre exactement comme le 1, mais sauf que derrière, ça sera pas du tout la même motivation. Il peut ranger sa chambre parce qu'il s'est fixé un challenge, ça c'est le profil 3. Pour faire plaisir à maman, ça va être le profil 2. Profil 4, je vais ranger ma chambre parce que j'aime bien l'esthétique, le beau, la beauté. Voilà, on peut faire tout le tour comme ça. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est très compliqué de déterminer à la fois son propre profil et le profil de quelqu'un d'autre juste en l'observant, parce que c'est pas avec les comportements extérieurs qu'on peut identifier la motivation profonde. Et même nous, notre motivation profonde, comme il y a une grosse partie inconsciente, on met du temps à trouver son profil énéagramme et ça fait partie de la quête, ça fait partie de l'outil. Donc il est possible que on s'est dit c'est ce profil-là, mais qu'en fait c'est pas celui-là. Ça fait complètement écho parce que j'avais vraiment les comportements du 1, mais c'était une période de ma vie où tout était vide. Le seul truc qui me plaisait un peu, c'était les jeux vidéo. Et c'est après, il y a eu un gros shift dans ma vie où là, j'avais une motivation, j'avais un feu intérieur. Et c'est là aussi où ma vision de mon type a complètement changé. Alors, toi, ce que tu disais, c'est que à cette période-là, tu t'es identifié comme 1, ouais. Et aujourd'hui plutôt 4. 5 avec du coup un certain attrait pour le 4. Que le 4 et le 1 sont liés, c'est pas du tout par hasard. En fait, il y a des liens entre chaque profil. Pour chaque profil, l'énéagramme va expliquer comment il va se comporter quand il est en zone de stress ou en zone de sécurité. Quand il est en zone de stress, il va glisser vers un autre profil. En fait, il va changer de centre. L'énéagramme est basé sur 3 centres, donc le centre mental, la tête, le centre émotionnel, le cœur et le centre instinctif, les tripes. Et là, on peut faire le lien avec le Qigong,
dans l'énéagramme, il y a un centre qui est préféré, un qui est réprimé, et l'autre, il va être au service du sens préféré. Et en gros, au moment où on va se retrouver soit en sécurité, soit en stress, on va soit basculer de centre, ou alors on va utiliser son centre vers l'intérieur s'il était utilisé vers l'extérieur, ou il va y avoir une espèce de pivot qui va se faire. Et là, typiquement, le 1 et le 4, ils sont en lien par rapport à ça. On a cette notion dans le MBTI, ça vient des travaux de Carl Jung qui a introduit l'introversion et l'extraversion. Il avait déjà introduit des fonctions cognitives, et ce qu'il nous disait, c'est que ces fonctions cognitives, soit elles sont tournées vers soi, soit vers les autres. Exactement. C'est une très belle vision, et je pense que la distinction entre le comportement et ce qui nous motive au fond de nous, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Et actuellement, le MBTI et l'énéagramme, c'est beaucoup utilisé pour des personnes qui ont du mal à analyser les autres et qui vont utiliser ça comme une béquille, mais après ils développent pas des compétences qui sont aussi importantes. Et je pense que pour certaines personnes, surtout les jeunes, ça va leur permettre de devenir meilleurs, mais qu'à court terme. Et à un moment donné, il va falloir apprendre à quitter cette béquille. Et aujourd'hui, il y a plein de façons en fait de développer des compétences. Pour ce qui est dans l'interpersonnel, MBTI et énéagramme, ça sera pas forcément la meilleure façon, à mon avis. Par exemple, le non-verbal, ça sera plus intéressant si tu veux chercher à comprendre l'autre. Pour moi, le MBTI et l'énéagramme, c'est des outils que tu utilises pour toi dans l'introspection. L'énéagramme, en tout cas, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Effectivement, on peut l'utiliser pour une quête introspective, et ça, c'est très bien. Après, on peut aussi l'utiliser pour pouvoir travailler les interactions avec les autres. Et là, il y a des complémentarités de profils. Il va y avoir des profils qui, selon leur degré de maturité, vont plus ou moins interagir correctement. Parce qu'il y a aussi une chose dans l'énéagramme, c'est que, ok, il y a 9 étapes, 9 profils, mais il y a aussi des niveaux d'évolution. Il y a un peu 3 grands niveaux, quoi. Il y a un niveau qu'on peut appeler malsain, où là, il y a une espèce de dissonance entre les centres. Un niveau moyen, on va dire, qui est le niveau de 90% de la population, et un niveau évolué, où là, on a fait l'unité. On a bien réussi à aligner ces 3 centres. Ce que je remarque un peu, c'est que oui, t'as ce qui se passe profondément, mais comme tu disais, par rapport au comportement, en fonction de l'évolution de la personne, pour moi, plus une personne va être libérée de ses traumas, en fait, plus elle va être proche de ce qu'elle est vraiment, et donc ce cas-là, plus elle sera proche de son type. Et des personnes qui ont des vies plus difficiles vont avoir un comportement qui va être loin de leur type de personnalité. Dans l'énéagramme, c'est peut-être un peu l'inverse, justement. Le but de l'énéagramme, c'est de sortir de l'énéagramme. C'est de sortir de son profil, de son conditionnement, on va dire. Après, il y aura une étape sur laquelle on sera meilleur parce qu'on aura travaillé notre challenge dessus. Mais le but de l'énéagramme, c'est de ne plus être conditionné à son profil. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un niveau vraiment malsain, il est comme un robot, et l'énéagramme a très bien décodé son algorithme. Par contre, une fois qu'il va évoluer, c'est plus possible de cerner la personne parce qu'elle va échapper à son conditionnement, sachant que les 9 conditionnements nous concernent tous, mais il y en a vraiment un qui va nous concerner plus. Et là, l'idée, c'est que l'énéagramme, il va apprendre à chacun à décoder son conditionnement et les autres conditionnements pour pouvoir en échapper. Et c'est ça un peu le but. Et après, on arrive à une autre version de l'énéagramme. La première, ça sert à notre introspection, on va dire. La deuxième, à l'interaction avec les autres. Et si tu veux, la troisième, on passe de l'analyse de sa personnalité psychologique à l'analyse de sa personnalité du faire, c'est-à-dire le rôle qu'on joue dans un collectif en termes de création de valeur. Et là, on regarde plus les points comme des profils, mais comme des fonctions dans ce cycle de création de valeur. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que du coup, on peut utiliser l'outil dans le business, mais avec une vision systémique de la croissance et plus une vision linéaire comme en fait aujourd'hui on a dans notre société, quoi. Et on peut aussi passer de la personnalité psychologique à la personnalité du faire, passer du comment être bien avec soi au comment être bien ensemble à comment faire ensemble. C'était une de mes difficultés. Tu vois, le MBTI, je comprends par qui c'est fait, pourquoi c'est fait, son histoire, où est-ce qu'il veut m'emmener, tu vois. Et l'énéagramme, je comprenais un peu moins parce que lui, il a cette volonté à être méga complet, quoi. On sait pas d'où ça vient. Alors, il y a des traces, Platon en parle des 3 centres. Il y a la figure de l'énéagramme qu'on retrouve dans l'Antiquité. Ensuite, il y a on sait pas comment c'est atterri chez les pères du désert, donc Évagre le Pontique notamment, qu'il a utilisé pour identifier d'abord 9 passions qui vont devenir après avec saint Thomas d'Aquin les 7 péchés capitaux. L'Église en a enlevé 2, le mensonge et la peur. À la base, il y a eu quand même un gros travail de ces pères spirituels qui ont apporté beaucoup de choses très intéressantes dans la spiritualité chrétienne sur ces 9 passions. Et après, l'outil a été récupéré par les soufis et il est revenu en Occident par les soufis. Et notamment par quelqu'un qui s'appelle Gurdjieff, un grand ponte de l'ésotérisme. Donc en fait, il a été réintroduit au début du XXe siècle dans les cercles ésotériques. Là, l'énéagramme, Gurdjieff a vraiment une vision de l'énéagramme comme un processus d'évolution spirituelle en 9 étapes. Après, ça a été récupéré par les psychiatres qui, eux, ont relié l'énéagramme avec les 9 maladies mentales du DMT. Donc en fait, on retrouve 9 maladies qui correspondent aux 9 profils. Et en gros, c'est vraiment les profils, pour le coup, à un niveau de développement très mauvais. Ça donne ces maladies mentales au bout d'un moment. Donc en fait, ils ont fait le lien. Après, ça a été récupéré plutôt par les psychologues et très récemment par la psychologie positive où là, on voit que le côté lumière, alors que les psychiatres ne voyaient que l'ombre. Donc l'énéagramme a cette particularité un peu d'aborder à la fois chaque point avec son côté lumière et son côté ombre.
On peut reprendre la notion d'ombre aussi. Ça a aussi été repris par un peu le commun des mortels actuellement. Moi, j'ai un peu découvert comme ça avec un petit livre de dev perso sur l'énéagramme où là, par contre, du coup, on est un peu plus en surface et on va ni dans l'ombre ni dans la lumière, quoi. Oui, la psychologie positive, elle a repris l'énéagramme avec, du coup, elle en a fait un truc assez neutre, sans ce contraste et cette dualité qu'il y a un peu dans chaque point. Et c'est quand on voit que sur chaque point, il y a une partie conditionnement, il y a une partie qui peut même aller jusqu'à de la maladie mentale. Et en même temps, chaque point a un truc incroyable à révéler et à apporter au monde. Prends l'exemple, par exemple, du point 3. Ça peut être à la fois en termes de conditionnement, le point de la confusion entre être et faire. C'est-à-dire, je m'identifie uniquement à ce que je fais et pas à ce que je suis. Donc, c'est le petit enfant, jeune, en gros, quand il avait des bonnes notes à l'école, les parents l'applaudissaient. Et quand il jouait du piano en concert devant les parents des autres, les parents étaient très contents. Donc, le faire-valoir un peu social, c'est pas forcément de la part des parents, c'est pas forcément volontaire, mais en gros, leur enfant est un objet de réussite sociale. Et en fait, l'enfant interprète que il va avoir de l'amour, de la compassion, et de la sécurité, de l'affection, si jamais il fait des choses, et il fait bien les choses. Pendant toute sa vie, il va avoir ce conditionnement mental qui consiste à croire qu'il mérite l'amour, donc son propre amour et l'amour des autres, que s'il réalise de grandes choses. Et en même temps, ce point-là, c'est le point de l'ambition, le point de l'accomplissement, le point de la réalisation. Un enfant qui incarne déjà cette énergie, il va rappeler à tout le monde, même s'il a ce conditionnement en parallèle, mais il va rappeler à tous ceux qui voient, t'en es où de ton accomplissement personnel? T'en es où en fait, du respect de tes rêves, de ce que t'as envie d'accomplir de plus grand? Donc, il y a ces deux ambivalences un peu dans chaque point. C'est ça qui est sympa. Est-ce que chez les start-upers, par exemple, les entrepreneurs, il y a un peu plus de 3 Ouais, j'en ai parlé parce qu'effectivement, j'en rencontre pas mal. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi, vu qu'on voit qu'il y a certains centres, potentiellement un 3 va plus aimer le fait d'être le premier, etc. Alors que t'en as d'autres, en fait, ils vont trouver leur bonheur ailleurs. Et on n'a pas tous besoin d'être le numéro 1 en fonction de nos différents centres. Notre objectif va être différent, quoi. Oui, alors ça dépend. Un 3 qui va avoir un niveau malsain, typiquement, donc qui va en permanence chercher à briller, à être le premier, va être très différent d'un 3 qui va être à un niveau sain où lui il va pas forcément chercher la première place, à briller lui-même, mais à faire briller chez les autres aussi leur valeur dans une forme de résonance. C'est-à-dire que la caractéristique, c'est que dans un niveau de développement bas, il va y avoir une espèce de difficulté à choisir entre l'intérieur et l'extérieur, et une forme de blocage qui fait qu'il est à la fois dans le centre émotionnel, mais en même temps il se coupe de ses émotions. Pour chaque centre, il y a un point comme ça qui est au milieu, un peu, et qui dans un niveau de développement bas, va pas réussir à trouver l'équilibre parce qu'il va basculer en permanence, il va jamais réussir à choisir. Donc il va se couper de son propre centre. Mais un point 3 qui est évolué, il va s'ouvrir aux autres, il va être authentique, il va se reconnecter à ses émotions, il va pas forcément chercher à être premier pour être premier. Mais par contre, il va rappeler à tout le monde que c'est important d'être ambitieux. Et c'est important justement de vouloir être premier, mais pas pour écraser les autres, mais pour faire ce qu'il y a de plus beau et de plus ambitieux, quoi. C'est quelqu'un qui, à un niveau développé, va être un bon leader, très clairement. Je pense que là, on a débunké pas mal de trucs sur l'énéagramme. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour se rapprocher de ta vision de l'énéagramme? Celui qui a vraiment poussé très loin l'énéagramme dans ce sens-là, il s'appelle Étienne Gigant. C'est vraiment un chercheur. Il est le fils d'un philosophe qui a créé le concept de trialectique, donc de pensée trialectique, pour différencier de la pensée dialectique, parce que dans l'énéagramme, c'est quand même très tourné autour de la base 3 et donc d'une pensée ternaire, trialectique si on veut. Étienne a une vision de l'énéagramme, déjà pas l'énéagramme des profils, enfin il l'a évidemment, mais il a une vision de l'énéagramme des processus, donc l'énéagramme de la création de valeur, avec une représentation de l'énéagramme qui est totalement différente de la représentation classique. On a un cercle, mais l'ordre des points n'est pas le même. Il représente vraiment l'ordre des points dans le sens du processus. Et surtout, il va avoir une vision extrêmement juste de chaque point, beaucoup plus juste que ce qu'on peut voir ailleurs, parce que derrière, il y a cette philosophie vraiment solide, trialectique, que lui maîtrise très bien. C'est son père qui l'a créé, mais lui maîtrise très bien. J'ai beaucoup avancé dans l'énéagramme grâce à lui. Je le connais très bien maintenant, enfin on échange pas mal et on avance, on travaille ensemble. Mais moi je conseille d'aller voir Étienne Gigant. Super. Et sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis plus un praticien qu'un chercheur, on va dire. J'accompagne avec l'énéagramme les entrepreneurs pour développer leur croissance personnelle et leur croissance business, parce que l'énéagramme peut faire les deux. Et moi je suis plutôt actif sur LinkedIn. On mettra les réseaux dans la description, n'hésitez pas. Ou même si vous voulez nous faire un petit retour sur l'épisode, ça fait toujours plaisir.